Isabelle Fayolle est journaliste et elle nous rejoint pour animer une table ronde à propos de l'évolution du travail. Je vais où, moi? Je me mets où dans ce déménagement? L'évolution du travail à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est vous, Isabelle, qui allez en parler avec vos invités. Bienvenue. Vous pouvez applaudir, Isabelle. Mes invités, bonjour. Bonjour, installez-vous. Bonjour Claudio. Amel est là. Bonjour Amel. Non, on ne fait pas les filles contre les garçons. ça peut paraître un peu hostile avec ce format de battle. Donc on va maintenant parler de l'avenir et surtout du travail. Ces derniers temps, on entend beaucoup de choses sur happiness in business, le bonheur au travail, la formation, le e-learning, se former tout au long de sa vie pour pouvoir prendre le train de la transfo digitale et ne pas laisser trop de personnes sur le carreau. Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Claudio Vandi de Numa, donc ici sur ma droite. Bonjour. Bonjour. On peut l'applaudir. Amel Hamouda, donc vous êtes directrice générale adjointe de la transformation et du réseau chez Air France. Et également Antoine Amiel de Learn Assembly. Alors Claudio, je vais commencer par vous et vous demander que fait Numa, déjà pour que notre public comprenne. Donc, Numa, c'est le pionnier de l'écosystème numérique à Paris et un des premiers en France, qui a eu une longue histoire comme accélérateur de start-up et de projets qui aujourd'hui devient un accélérateur de compétences. J'en dirai un peu plus, mais on se focalise vraiment sur tout ce qui est un jeu de transformation par la formation professionnelle. Je précise aussi pour les personnes qui nous écoutent que vous êtes, à la base, vous avez une formation de sémiologue et de psychologue, ce qui peut-être éclaire un peu les prises de décision que vous faites. Alors, première question, quel est le lien entre la façon de se former et la façon de travailler ? C'est une bonne question. En fait, j'ai réfléchi au thème comment on va travailler demain et j'ai beaucoup de questions comme tout le monde. Et en fait, je vois certaines choses qui sont dans mon domaine, donc dans celui de la formation aujourd'hui, qui peuvent donner de la matière à réfléchir sur le travail de demain. La première, on le verra, je pensais avec Antoine, on fait une vraie distinction lorsqu'on parle de formation entre le reskilling et l'upskilling. Donc le reskilling, c'est vous devez changer de métier, l'upskilling, c'est vous devez changer la manière de réaliser votre métier. Et donc aujourd'hui, on voit que sur certains métiers, le métier va rester pertinent, il va changer radicalement, mais il reste pertinent. Par exemple, on fait beaucoup de formations sur les métiers de marketing. Il s'agit de passer d'un marketing traditionnel, entre guillemets, à un marketing digital. D'autres cas, et là c'est beaucoup plus compliqué pour le futur des personnes qui ont ces métiers, on est plutôt dans du reskilling, c'est-à-dire que le métier aura plus de valeur dans quelques années. Un exemple, ça peut être si vous êtes ingénieur spécialisé dans le moteur thermique, on peut dire que effectivement aujourd'hui c'est très utile. C'est une technologie qui reste fondamentale, mais qui va petit à petit disparaître et le métier avec. Et donc changer ce type de métier, c'est plus compliqué. Donc quand on imagine le futur du travail, je pense qu'il y a plein de métiers où il s'agit juste de les mettre à jour. Il y en a d'autres où le métier risque vraiment de disparaître. Un deuxième élément qui est plutôt un élément de confiance, c'est que je vois, et ça c'est en train d'augmenter, que dans les demandes qui nous sont faites pour des formations, il y en a beaucoup qui portent sur les composantes les plus humaines du travail. C'est-à-dire qu'on fait énormément de formations sur ce qu'on appelle les soft skills, donc sur l'intelligence émotionnelle, sur la créativité, la capacité à collaborer, la capacité à avoir aussi du courage à déroger à des règles, donc à agir pas comme un robot, je dirais. Et donc les entreprises ont compris qu'est-ce qui fera la valeur du travail des mains, du travail humain, c'est justement les caractères les plus humains
Donc c'est remettre de l'intelligence humaine Totalement. et des qualités humaines, de Totalement. personnalité, autant que finalement se former toujours à de nouveaux usages sur le digital, par exemple. Totalement, c'est que une manière d'être concurrentiel par rapport à la robotisation, c'est pas d'être meilleur que les robots à faire des tâches robotiques, c'est d'être meilleur que les robots à faire des tâches humaines. C'est banal qu'on le dit, mais ça, pour moi, ça indique que le futur du travail va être un futur où il y en aura peut-être moins de métiers ou de métiers différents, mais qui seront où la composante humaine va être plus valorisée. Alors justement, sur le travail et le rapport au travail, Amel Hamouda, je vais vous poser la question sur ce que vous appelez donc l'expérience collaborateur. On connaît bien l'expérience utilisateur, l'expérience client. Vous pensez, et vous n'êtes pas la seule, que si les collaborateurs sont plus heureux et communiquent mieux entre eux et travaillent mieux, ça va avoir un impact global bénéfique pour l'ensemble de l'entreprise. Chez Air France, comment vous avez mis ça en place Là, la salle est très attentive. Quand il n'y a plus de micro, tout le monde entendez Non, le concept, il paraît banal et c'est effectivement plein de bon sens. La symétrie des attentions, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup depuis quelques années. Ça paraît juste du bon sens, encore une fois. Et évidemment que plus les collaborateurs sont choyés, heureux dans leur travail, et plus ils se mettront au service de nos clients et permettront évidemment d'améliorer l'expérience client. Il y a un grand patron indien d'une société de tech, Vinay Nayar, qui a écrit un livre qui est très célèbre, qui s'appelle Employees First, Customers Second. Ça me gêne un peu parce que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux et j'aurais plutôt envie de dire Customer First, Employee Two. Mais l'idée est vraiment là, c'est de se dire en mettant toute l'organisation au service finalement de nos collaborateurs qui sont au contact des clients, ben, finalement on inverse la pyramide, on n'est plus dans une logique verticale où les patrons décident et espèrent que les décisions vont ruisseler, mais on inverse vraiment la pyramide et on se dit comment le management, comment l'organisation peut se mettre au service des collaborateurs qui tous les jours sont au contact de nos clients, qui savent quels peuvent être les problèmes, qui savent quelles sont les solutions à apporter, et donc c'est comment effectivement on libère les énergies, comment on redonne des marges de manœuvre, et je rejoins totalement ce sujet dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place, permet finalement de gagner du temps sur des tâches qui ne sont pas les tâches à plus grande valeur ajoutée pour nos collaborateurs, c'est comment on remet du temps sur les décisions qui nécessitent de l'empathie, de la compréhension, de la créativité, de l'ingéniosité. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'on exprime derrière cette symétrie des attentions et ce souhait de redonner de la liberté à nos collaborateurs. Alors, Amel, question un peu provocatrice. Est-ce que vous y croyez, vous, mettre des corbeilles de fruits bio dans les couloirs, de mettre des baby-foot? Est-ce que ça rend les gens plus heureux au travail? Ou est-ce que c'est un peu de la déco? Quel est votre point de vue sur ce... À titre personnel, je trouve que c'est totalement anecdotique. C'est-à-dire que quand on parle effectivement, enfin tous les concepts de happiness at work, où on voit le baby-foot et la corbeille de fruits bio, why not? C'est peut-être sympa et c'est peut-être un plus, mais c'est pas de ça dont on parle. Je pense qu'il faut d'abord adresser les fondamentaux. Et encore une fois, un employé qui est engagé pour son entreprise, c'est un employé qui a l'impression de pouvoir donner le meilleur toute la journée. Et donc ça passe bien sûr par de la formation, comment on continue à grandir, apprendre à apprendre tout au long de sa carrière. Ça passe par la satisfaction concrète du service rendu. Nous, on a des collaborateurs sur les 40 et quelques mille salariés chez Air France. On en a quasiment la moitié qui sont tous les jours au contact de nos clients. Et les jours, je dirais, où ils sont... Excusez-moi, vous parlez des 18 000 personnes, en fait, qui sont le personnel volant, navigant. Alors, on a 4 000 pilotes, Oui. on a à peu près 14 000, effectivement, hôtesses et stewards, mais on a également toutes nos équipes dans les aéroports, donc c'est même plus que ça au total. Les collaborateurs, on va dire frontline, hein, qui Et c'est eux sont qui au font contact remonter des les clients. informations en C'est direct. exactement, voilà. C'est eux qui, encore une fois, qu'on cherche à engager et qu'on cherche à aider dans l'accomplissement de leur mission. Le transport aérien, c'est un métier qui est plein d'aléas. Il faut gérer en permanence des difficultés qui sont imprévues, la météo qui se complique, un certain nombre de retards qui s'enchaînent. Et donc, c'est comment on aide ces collaborateurs à trouver des réponses, des solutions pour nos clients. C'est ça qui fait du happiness at work, beaucoup plus que de leur offrir une corbeille de fruits bio, je pense. Alors là, je ne vous apprends rien, mais en gestion des risques, on parle toujours de la fréquence et de la gravité des risques. Les risques les plus fréquents, non pas les plus graves, qu'est-ce que c'est les risques les plus fréquents pour les collaborateurs chez Air France?
Est-ce que c'est un manque de communication entre eux? Est-ce que c'est d'être un peu dérouté par les nouveaux outils digitaux? Ou est-ce que c'est d'avoir un manque de visibilité sur je sais pas, la direction du groupe? Je pense que le risque le plus important, il est peut-être justement sur des grandes organisations comme les nôtres, avec des métiers qui sont très spécifiques, justement, ce serait de travailler trop en silo. Et la grande tendance que l'on voit enfin émerger, c'est comment, peut-être grâce au digital, grâce au numérique, mais pas que. Je pense que c'est grâce aussi au changement des cultures qui va avec. On voit les personnes collaborer beaucoup plus facilement entre les différents métiers. Et aujourd'hui, si je donne juste un exemple, et je vais essayer d'être rapide, mais on vient de développer un outil, mais au-delà de l'outil, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis tous les métiers qui interagissent pour faire partir l'avion à l'heure, des pilotes, qui gèrent toute la partie technique, aux mécaniciens qui viennent intervenir sur l'avion, aux personnes qui font le chargement des bagages, aux hôtesses et stewards qui préparent la cabine, au personnel d'enregistrement qui s'assure que les clients arrivent à l'heure dans l'avion. Toutes ces personnes, on les a rassemblées pour créer le bon outil qui leur permet d'échanger maintenant en temps réel toutes les informations pertinentes pour faire partir l'avion le plus à l'heure possible. Donc c'est les collaborateurs qui sont producteurs de solutions. Exactement, finalement. et qui collaborent de façon beaucoup plus horizontale. Encore une fois, c'est, à mon avis, le risque que l'on avait, c'était d'être trop vertical. L'enjeu demain, c'est de travailler de façon la plus ouverte et la plus collaborative possible. Alors, merci. Antoine Amiel, je vais vous donner la parole maintenant. Donc, vous avez fondé Learn Assembly. Je crois que Learn Assembly, ça forme à peu près 200 000, 250 000 personnes, c'est ça, aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, en quelques mots, Learn Assembly, on est à la fois éditeur de cours en ligne, éditeur de parcours de formation sur les enjeux du numérique, et on fait du conseil sur l'environnement apprenant et comment on crée des environnements dans les entreprises qui favorisent la formation tout au long de la vie et la curiosité et l'envie d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, le sujet de la formation digitale, c'est qu'on a une explosion de contenu qui est accessible partout, et qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises achètent des contenus, les mettent sur des plateformes, et en fait, personne n'y va. Et le vrai sujet, c'est comment on motive, comment on engage, comment on développe la curiosité pour que les gens prennent soin de leur employabilité et apprennent. Donc on est sur ces deux sujets-là. Donc c'est en partant de ce constat-là, d'une espèce de... Il y avait un monde un peu décorrélé entre tout un tas de contenus en e-learning disponibles, mais en même temps, il n'y avait pas une réflexion de fond sur l'appropriation par les collaborateurs. Et c'est ce que vous faites en répondant avec des parcours de formation un peu différenciés et un peu spécifiques. Exactement, c'est ça l'origine de notre réflexion. Et en fait, ce qui est intéressant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que finalement, les entreprises vont demander aux gens d'évoluer de plus en plus vite, de s'adapter, d'être employable, de travailler pour être employable, parce que les métiers vont changer. Mais le terme d'employabilité, c'est un terme qui est assez anxiogène en fait. Employabilité, c'est perte d'emploi, c'est perte de compétences, perte de légitimité, et donc c'est souvent un terme anxiogène. Et donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que les gens, aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient pas l'intérêt de se former. Pourquoi se former si je ne sais pas vers quel métier je vais pouvoir évoluer? Pourquoi se former si la mobilité professionnelle est compliquée? Il y a aussi un enjeu de confiance en soi. J'ai été orienté, quand j'étais à l'école, on m'a dit, toi, tu vas aller plutôt dans telle filière. Beaucoup de gens, quand on leur parle de droit à la formation, d'employabilité, disent... Attendez, moi j'ai 35 ans, j'ai 50 ans, je ne vais pas retourner à l'école, parce que pour eux l'école c'est l'évaluation, c'est être noté, et donc ils ont un rapport qui est un petit peu négatif avec les notions de lifelong learning, d'employabilité. Vous avez parlé d'apprendre à apprendre. Alors excusez-moi Antoine, sur ce point, parce que là on est un peu sur de la sociologie pour le coup, la formation en général, qu'elle soit digitale ou en présentiel, donc ça ramène les individus un peu à leur statut d'écolier en détresse. Quand on les envoie au tableau. Il y a beaucoup de gens qui ont une expérience assez négative de leur parcours scolaire. Dans les entreprises, tout le monde n'a pas Bac+5 ou des études supérieures. Il y a des personnes qui ont un rapport à l'écrit, à l'apprentissage qui peut être un peu compliqué. Comment vous arrivez à les ramener à l'envie d'apprendre? Ce qui est certain, c'est que ça touche à des croyances et à son histoire personnelle. Et donc, selon ce qu'on a vécu en tant qu'individu, on n'a pas le même rapport à se former, à apprendre et à évoluer dans le travail. Donc, typiquement, si on contextualise, des métiers qui sont par exemple des métiers à très faible autonomie, donc des métiers répétitifs, ouvriers ou caissiers, etc., des métiers à faible autonomie vont avoir peut-être plus de mal à se projeter dans il faut apprendre à apprendre, le lifelong learning, parce qu'ils ne font pas le lien forcément avec l'évolution professionnelle, alors qu'aujourd'hui on sait qu'on apprend beaucoup en situation de travail et que des métiers où on travaille en mode projet, on change de projet tous les 6 mois, on peut travailler dans des secteurs différents, multiplient des occasions d'apprentissage et donc multiplient aussi la prise de recul et le fait de développer des compétences. Excusez-moi Antoine, juste sur ce point, le en mode projet, dans une des conférences de Claudio, je vous ai entendu dire j'aimerais bien qu'on m'explique ce que ça veut dire, puisque quand on va dans les entreprises pour essayer de faire un peu un diagnostic de leurs besoins de formation, Claudio disait mais quand j'entends en mode projet, qu'est-ce que ça veut dire le mode pas projet?
Donc, qu'est-ce que c'est que cette appellation ? Je vais vous poser la question à chacun de vous trois. C'est quoi le mode projet ? Quand c'est pas projet, c'est quoi ? Alors, c'est pour contextualiser. Ouais. Je m'exprime de temps en temps sur un peu les mots valises du numérique que j'emploie au quotidien, et donc c'est un côté catharsique aussi de temps en temps les ouvrir et voir qu'est-ce qu'on met derrière. Sur le côté projet, en fait, c'est ce qui m'embête, c'est le fait qu'on ne l'explique pas, justement, que ça soit un peu une solution magique. Il faut travailler en mode projet. Le vrai enjeu, c'est celui que tu sais aussi, c'est de la collaboration transverse, donner la possibilité aux gens de travailler avec des profils différents et de travailler pour une finalité. En fait, ce qu'on met derrière le projet, c'est qu'il y a un objectif, il y a des résultats, il y a une temporalité à se donner. Et pour moi, ça participe beaucoup de l'engagement. Donc, c'est quasiment, si c'est ça qu'on met derrière, c'est bête de faire autrement qu'avec une finalité, un objectif et des compétences transverses autour de la table, autour du projet. Ensuite, on l'utilise aussi parce que habituellement, c'est pas forcément des projets, c'est plus on travaille au quotidien pour travailler, et parfois on manque de projet au sens de projection. Et je pense que Antoine, la réalité du travail aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, personne ne travaille en mode projet. On ne travaille pas en mode projet. Les organisations, elles sont pensées sur un modèle administratif régalien dans lequel il y a des fonctions et on administre des fonctions. Historiquement, c'est ça l'entreprise. C'est un modèle taylorisé où il y a des gens éduqués, des gens qui ont fait des écoles de commerce, des ingénieurs qui pensent et des exécutants. C'est ça le modèle industriel taylorisé. Les fameux opérationnels, on dit encore ça dans les entreprises, et les opérationnels. Aujourd'hui, on demande aux gens d'être entrepreneurs, d'être créatifs, d'être dans les soft skills, alors que pendant un siècle et demi, on leur a demandé exactement l'inverse, et en plus on leur renverse la charge de la responsabilité en leur disant et en plus vous êtes responsable de votre employabilité, vous devez vous former vous-même, regardez on a acheté des MOOC, allez vous former et si vous le faites pas c'est votre problème si on fait un plan social dans 10 ans. C'est ça le discours que les gens entendent aujourd'hui. Enfin je suis un peu direct peut-être, excusez-moi. Oui, c'est un petit peu radical, on va essayer de mettre un tout petit peu de nuance, mais c'est un peu ça quand même. Juste sur le mode projet, excusez-moi. Donc du coup aujourd'hui les gens ne travaillent pas vraiment en mode projet parce que c'est pas forcément ce qu'on leur a demandé. Quand on est une entreprise industrielle de 20 000 salariés avec je sais pas, 3 000 techniciens, 10 000 ouvriers, ça fait déjà 13 000 personnes qui en fait travaillent pas vraiment en mode projet. Donc du coup c'est aussi réorganiser tout le travail, toute la manière dont le travail est organisé, expliquer ce qu'est un projet, et ne pas ajouter des projets en plus du reste du travail. Donc c'est une transformation culturelle qui est pas évidente. Au-delà du fait de travailler sur un projet, c'est aussi lié à qu'est-ce qui donne du sens. C'est aussi ça peut aller du projet de l'entreprise au projet de réalisation de quelque chose. C'est en fait redonner la main aux individus sur à quoi tu contribues au quotidien. Ça peut être un projet ou plus largement le projet de l'entreprise. Oui, une vision ou des valeurs. La raison pour laquelle on lit beaucoup le côté centré utilisateur et centré employé, c'est aussi parce que de mon expérience, les employés trouvent plus de sens dans le service qu'ils portent aux clients. Ils voient l'effet que ça a. Ça rend les gens plus heureux, plus efficaces. Ça résout des problèmes plutôt que du sens dans les ordres qui sont donnés par le haut. On trouve plus de sens à servir quelqu'un. C'est un retour immédiat, palpable, concret. Oui, beaucoup on va plus que des grands mots conceptuels qui peuvent être un peu difficiles à saisir au quotidien. C'est un peu plus engageant de faire quelque chose pour son client final qui est pour son boss. Amel Hamouda, est-ce que chez Air France, donc il y a du deal de micro sur le plateau. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Vous avez mis en place un programme donc chez Air France, c'est le hashtag Tous Acteurs. Je crois qu'il y a 1000 collaborateurs qui ont participé. Est-ce que ça fait partie du mode projet dont on parle, c'est-à-dire de faire un petit peu en sorte que les collaborateurs s'emparent en interne de certains sujets et proposent? Oui, en partie. Alors, c'est pas un programme, c'est plus une communauté, on va dire. Moi, ça va faire bientôt 20 ans que je travaille pour Air France. Et j'ai toujours eu l'impression, quel que soit le job que j'ai occupé, et quelles que soient les injonctions de l'organisation, encore une fois, il y a 20 ans, on était dans une logique beaucoup plus verticale, que chacun, dans son job, on pouvait faire des choses, remettre en question l'existant, proposer et essayer de faire évoluer l'entreprise. Donc ça, c'est ça qu'on peut appeler du projet finalement. En tout cas, le projet pour moi, c'est par opposition à ce qui existe, ce qui est processé, ce qui est un produit fini. Et donc voilà, j'ai toujours me suis considérée comme très longtemps comme une rebelle, mais encore une fois pour le bien de l'entreprise. Donc
voilà, j'ai théorisé ça autour voilà, du terme de rebelle constructif. Et je me suis longtemps sentie très très seule dans l'entreprise. Et puis en vieillissant, en rencontrant du monde, en évoluant aussi un petit peu dans l'organisation, je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Vous avez trouvé des alliés voilà, en interne. J'ai trouvé des copains et des copines. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était plein à avoir cet état d'esprit. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on le théorise beaucoup quand on parle de soft skills. Maintenant, ça fait partie des profils qu'on recherche. Il y a 20 ans, je vous assure que c'était moins confortable dans une entreprise d'être toujours dans la remise en question et d'essayer de faire évoluer les choses quand on ne vous demandait pas de le faire. Donc voilà, Tous Acteurs, c'est un hashtag, mais au-delà du hashtag, c'est un mouvement qu'on a lancé en se disant toutes les personnes dans l'entreprise, quelle que soit leur fonction, on a vraiment des gens qui viennent de tous les métiers, de tous les niveaux hiérarchiques, qui ont envie de faire changer les choses pour le bien des clients ou pour le bien des collaborateurs, rejoignez le mouvement. Et ça va de learning expédition, de formation, de conférences qu'on leur propose, voilà, pour s'aérer, pour s'oxygéner, pour voir ce qui se fait ailleurs, à des projets que l'on mène ensemble sur des problématiques d'innovation, sur la capacité à porter leurs initiatives. On a une démarche d'innovation participative dans l'entreprise qui a bientôt 25 ans. On a chaque mois plus de 1000 idées quasiment qui sont émises par nos collaborateurs. Il y a une vraie envie, une appétence pour contribuer à faire évoluer l'entreprise, à faire évoluer ses produits et services. Et donc, l'objectif de Tous Acteurs, c'était de donner un cadre et en tout cas de donner un terrain de jeu à toutes ces personnes qui ont envie de s'impliquer pour le bien de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment libérer les énergies. Alors, merci beaucoup. Antoine, sur la perception aujourd'hui qu'on a du travail dans la société, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a parfois des injonctions un peu contradictoires? C'est ce que vous aviez commencé à dire tout à l'heure. Sois créatif et autonome, mais tu dois badger. Fais de l'intrapreneuriat dans ton entreprise, mais on ne te dégage pas du temps et tu as des journées de 14 heures. Mets en avant ta personnalité, tes soft skills, mais il faut quand même être très discipliné par rapport au COMEX. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de déstabilisation profonde avec, en apparence, une envie d'être plus agile en mode start-up, comme on dit, et puis en réalité, quand même une structure qui est existante depuis plusieurs années, donc qui a son propre fonctionnement. Comme on est là pour débattre un petit peu, On y va. J'accentue un peu le trait volontairement pour provoquer un petit peu, mais effectivement, il peut y avoir, on ressent parfois ce sujet-là. Et moi, ce que j'aime bien faire et proposer, c'est de toujours avoir une forme de symétrie entre ce qu'on fait en termes de formation et de promesses sur notamment le développement des compétences et ce que l'entreprise peut vraiment absorber. Donc c'est ce que j'appelle un petit peu le syndrome design thinking. Nous, on fait des formations, par exemple d'équipes formation. On forme des équipes de formation pour qu'elles fassent différemment leurs pratiques. Et on leur dit, on leur recommande d'être orientés utilisateurs, d'aller interroger les futurs apprenants, les personnes qu'elles vont former, comprendre leurs besoins pour designer les programmes. Et dans certains cas, on a eu des retours de gens qu'on formait qui nous disaient « mais en fait, je n'ai pas le droit d'interviewer les apprenants parce que l'accès est un peu compliqué. Ou alors, si je fais un POC, si je fais un prototype, ça ne va pas forcément passer. » Et donc, finalement, l'organisation ne permettait pas d'absorber ces compétences-là. Et on sait qu'une compétence, ça se développe par la pratique, ça se développe par l'expérience. C'est pas juste aller en formation une fois par an et se former en agilité ou en design thinking qui va faire qu'on devient designer ou agile. C'est des années de pratique, de prise de recul sur sa pratique, des conférences, des formations, des e-learning, des communautés, des échanges, voilà, c'est tout ça. Et donc du coup, si l'organisation ne permet pas à une future compétence de se déployer, les gens vont être frustrés. Et donc, il vaut mieux parfois revoir le niveau d'ambition un tout petit peu à la baisse pour être sûr qu'on va pouvoir le mettre en pratique et faire des petits pas et transformer comme ça par petits pas plutôt que de faire des grandes promesses. On voit aussi ça sur la data. Aujourd'hui, dans les entreprises, on annonce beaucoup la révolution data, mais dans le quotidien des gens, les gens ne le perçoivent pas encore. Et quand on discute par exemple avec des directions de la data ou des directions du digital, elles cherchent bien sûr à recruter des data scientists, mais en fait, le gros des emplois, c'est des data stewards, c'est des gens qui vont nettoyer les données, qui vont les collecter. Et c'est ça le volume des emplois. C'est des métiers plutôt techniciens, on va dire. Techniciens. Qui brassent des données depuis des années sans forcément avoir cette conscience. Et qu'il va falloir justement upskiller. Amel, vous vouliez ajouter quelque chose sur cet aspect, sur les data? Plutôt sur la première partie, parce que je rejoins effectivement le constat que certaines organisations sont plus ou moins mûres et sont plus ou moins volontaires pour avancer, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup d'injonctions paradoxales et que c'est extrêmement compliqué pour certains collaborateurs effectivement de trouver soit le temps dans la journée, soit l'autorisation pour manœuvrer entre une injonction à innover par exemple et des procédures qui se rappellent à eux. Je pense quand même que la solution, évidemment que ça facilite
quand on a une impulsion très forte qui vient de la direction générale, évidemment. Mais, encore une fois, je reviens au tous acteurs, on peut tous changer des choses localement. Et le fait d'injecter dans l'entreprise, à certains endroits, des petites touches, que quelqu'un se sente suffisamment, voilà. Et le courage, je crois que c'est toi qui parlais du courage, voilà, de tenter quelque chose, et puis ça va essaimer. Et en fait, il ne faut pas espérer changer une entreprise, surtout les grosses entreprises comme les nôtres, du jour au lendemain. Ça vient par petites touches, ça vient par les volontaires. Moi, je crois beaucoup au fait de travailler d'abord avec ceux qui ont envie. De ne pas forcer, de ne pas obliger tout le monde du jour au lendemain à changer de façon de travailler. Oui, c'est pas une obligation d'être innovant, d'être performant, d'être agile. C'est pas une obligation. C'est permettre à ceux qui le souhaitent, leur donner les moyens, leur donner du temps. Tu vois, nous, on a lancé un programme d'intrapreneuriat il y a 1 an. Et bien, immédiatement, on a dit, on ne le fera pas si on n'a pas un engagement des managers de libérer les équipes pendant 2 jours par semaine au début. Et puis à la fin, on les a même incubés à temps plein. Mais voilà, c'est obligatoire. Et donc, nous, quand on a lancé la direction de la transformation, c'était donner une devise qui était inspirer, donc ça c'est la partie ouverture vers l'extérieur, aider et protéger. Et je pense que pour en revenir à ce que tu dis, il faut vraiment protéger les équipes qui sont un peu pionnières, qui ont envie de travailler différemment, parce que l'organisation globalement peut rejeter, voilà, il y a un système, on va dire, auto-immune dans l'entreprise qui peut tenter de rejeter ces tentatives, et donc il faut trouver un cadre protecteur. Claudio ? Si je peux rajouter un point sur ça. Nous, le plus grand, les succès qu'on cherche avec des formations, c'est changer des habitudes. Donc, c'est vraiment des micro-changements. Le succès d'une formation design thinking, c'est que la prochaine fois qu'on est sur un projet ou qu'on se retrouve à réfléchir à un service, on se pose tout de suite la question de c'est qui le client, à qui ça sert, c'est quoi le bénéfice. C'est pas qu'on devienne designer ou qu'on devienne une star du design dans l'entreprise, c'est qu'on change la manière de poser une question. Pour une formation au management, c'est commencer une réunion en demandant aux gens comment ça va ou donner la parole un peu plus souvent à ses collaborateurs. C'est ces micro-changements qu'on veut opérer et pas transformer au sens mutation génétique après la formation. Et c'est très lié aux transformations du travail, je pense. L'enjeu aujourd'hui, c'est de changer un peu tous les jours, justement parce que ça change en permanence et on ne peut pas se permettre d'arrêter tout ce qu'on fait, retourner à l'école et retourner au travail. L'enjeu, c'est comment au quotidien, on apprend des nouvelles choses, on change une pratique, on change une manière de faire qui petit à petit nous garde employables, nous maintient à jour plutôt que faire une mise à jour tous les 3 ans. Parce que ça marche plus comme ça. Le long life learning dont on parle, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est l'apprentissage ça va être du daily progressif. learning. Ouais, ça va être du everyday learning au lieu de long life. C'est vraiment au quotidien, semaine par semaine, qu'est-ce que je fais différemment sans que ça soit une révolution pour m'améliorer au quotidien plutôt que arrêter, revenir à l'école, qui enlève un peu ce sentiment de retour à l'école qu'on a quand qui est parfois perçu un peu négativement, c'est ça? Qui est perçu négativement parce que alors on a parlé hier avec Antoine, il y a aussi une tendance à infantiliser les collaborateurs. Parfois dans les formations, on les traite vraiment comme des enfants. On dit bravo, tu as gagné des points. C'est bien de gamifier, c'est bien de chercher l'engagement. Il ne faut pas non plus tomber dans l'infantilisation des gens qui ont quand même une expertise professionnelle de plusieurs années, qui savent très bien ce qu'ils font. C'est des experts dans leur métier. Donc les aider à mieux faire, oui. Les traiter comme des enfants qui doivent tout réapprendre, ça fait plus de dégâts que de positifs. Je voulais juste réagir sur ce que tu disais, sur le fait que c'était pas, il faut pas que ce soit une corvée. Gamification à outrance, ça a aussi ses limites, mais en revanche, travailler sur les appétences, à mon avis, des équipes, c'est-à-dire qu'il y a une telle offre de formation, on peut apprendre plein de choses tous les jours, autant apprendre ce qui nous intéresse et ça sera toujours utile. Et je pense que j'espère en tout cas, une des tendances qu'on observe, c'est de travailler beaucoup plus en fonction des appétences des équipes que simplement des compétences. Et donc, c'est réussir aussi à faire ce qu'on aime ou ce qui nous attire. Et ça, je pense que c'est aussi une tendance de fond qu'on voit se développer. Alors, comment on réconcilie ça, c'est-à-dire le fait de se former à ce qu'on aime, à ce qui nous plaît, et en même temps avec les impératifs de certains métiers qui ne sont pas pourvus. Je pense, par exemple, en ce moment, il y a plein de gens qui se forment au coaching de plein de manières différentes. Est-ce qu'il y a suffisamment de gens que ça à coacher sur le marché ?
puisque toutes les semaines, il y a des milliers de nouveaux coachs. Et en parallèle de ça, il y a des métiers, alors la restauration, le BTP, qui crient depuis des années en disant qu'ils n'arrivent pas à recruter. La logistique, la supply chain, ce sont aussi des secteurs où on peut encore vous dire, c'est un des derniers bastions où on peut devenir cadre et faire une très belle carrière et bien gagner sa vie en n'ayant peu ou pas de diplôme. Ils peinent à recruter, parce que souvent les sites sont excentrés des centres-villes. Souvent, c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure. Souvent, les horaires sont un peu décalés. Alors, comment on réconcilie l'envie de... j'ai envie de me former pour faire des cheesecakes ou pour être... Enfin, je suis caricaturale volontairement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je suis désolée, hein, je vais droit au but. Mais j'ai envie de faire du coaching, du bien-être ou de la réflexologie plantaire. Et en même temps, là, dans ma région ou ma zone territoriale et géographique, il faut des pâtissiers, des boulangers et des opérateurs sur des aciéries. Comment on réconcilie ces deux ça? Je vais essayer de faire très synthétique parce qu'on pourrait faire une table ronde entière là-dessus. Oui. Déjà, il y a un premier sujet, c'est qu'on découvre seulement depuis très peu de temps l'adéquation entre la formation et le bassin d'emploi. C'est-à-dire qu'on a formé des gens pendant des dizaines d'années, notamment des demandeurs d'emploi à des métiers. Évidemment, il n'y avait pas d'emploi correspondant dans la zone et on leur disait, en gros, déménagez ou prenez votre voiture. Et ça donne les gilets jaunes et des gens qui font 80 km, 150 km pour travailler et qui payent de l'essence chère. Donc il y a déjà bien identifier localement la géographie, les entreprises et les besoins pour ensuite pousser des formations adaptées à des contextes et à des environnements. Ça, c'est un premier sujet. Ensuite, il y a un deuxième, peut-être une piste ou une recommandation sur la découverte des métiers. Aujourd'hui, finalement, on connaît assez mal les métiers. Moi, par exemple, j'ai plutôt une éducation littéraire, j'ai fait des études littéraires. Après, je suis devenu entrepreneur. Aujourd'hui, grâce au job que je fais, je découvre plein de métiers différents. On peut dire que vous avez fait Cagnes à HEC ou c'est oui, tabou? mais peu importe. Trop tard. Oui, on peut le dire, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je découvre des métiers dont j'ignorais totalement l'existence. Moi, j'ai une culture industrielle, par exemple, très faible. Et donc, je pense que beaucoup de gens et des jeunes ne connaissent pas la diversité, la richesse des métiers qui existent aujourd'hui, premièrement, et notamment leur technicité. Après, il y a un troisième point sur le rapport aux métiers techniques, justement. Alors, c'est très français, hein, peut-être que c'est différent dans d'autres pays, mais les métiers techniques sont un peu dévalorisés. Les filières techniques, c'est pas là où on en voit les meilleurs, dans un référentiel qui, à mon avis, est dépassé. Or, aujourd'hui, on voit que avec l'automatisation, des métiers répétitifs disparaissent quand même, mais que par contre, ces métiers deviennent de plus en plus techniques. Et donc, dans les usines, on va chercher des techniciens, des gens qui vont pouvoir faire de la réparation, de la maintenance. Dans la data, on va chercher des gens qui vont être les fameux data stewards, etc., etc. Donc, en fait, des métiers qui sont très opérationnels deviennent plus complexes. Et ça, il y a peu de formations qui existent sur ça. Il y a des besoins énormes à pourvoir. Donc il y a tout ça. Et après, excusez-moi, point. juste sur ce point-là, Ouais. précisément, après j'ai donné la parole à Anne, parce que sur la maintenance, par exemple, et la data, chez Air France, vous avez mis en place des systèmes comme ça de maintenance prédictive, dont on avait parlé pendant l'interview préparatoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette maintenance prédictive, comment ça fonctionne, et surtout comment réagissent les collaborateurs pour s'approprier les outils? Oui, c'est une bonne transition. Ça marche, Oui. ouais. Avec la réponse effectivement d'Antoine. Alors, notre métier de maintenance aéronautique, donc c'est pas la partie la plus visible pour nos clients, mais effectivement, on a 8000 personnes qui travaillent à l'entretien et à la réparation de nos avions, de nos moteurs et des équipements. Et en fait, avant, on avait deux types de maintenance. On avait ce qu'on appelait la maintenance préventive. C'est un peu comme les révisions qu'on fait sur les voitures régulièrement. Et puis la maintenance curative. Donc, c'est une pièce est en panne, je la répare. Grâce à l'intelligence artificielle, maintenant qu'on a des avions qui sont connectés, on récupère un certain nombre d'informations à chaque fois qu'ils atterrissent. Et ça nous permet, via un gros algorithme d'intelligence artificielle, de détecter des signaux faibles et donc d'anticiper des pannes potentielles sur certains composants de l'avion et donc d'intervenir avant la panne et donc d'éviter des retards ou des annulations de vol. Donc ça change effectivement un petit peu le métier de nos mécaniciens. Mais en fait, ce qui était super intéressant, et donc c'est un outil qui est encore en cours de déploiement, parce qu'on apprend à traiter de nouveaux composants tous les jours. Ce qui est super intéressant, c'est que ça se fait vraiment de pair entre les mécaniciens qui connaissent parfaitement l'avion, qui connaissent toutes les pièces, qui ont besoin d'aller examiner l'avion et qui valident en fait les trouvailles, je ne sais pas si c'est le bon mot, de l'algorithme, et puis l'équipe de data scientists qui travaille toute la journée à améliorer les algorithmes. Et en fait, ils travaillent ensemble. Ah, ils se parlent. Je suis allée c'est assez marrant parce que le bureau des data scientists, il surplombe un hangar de la 380.
Et donc, ils passent leur temps à descendre les escaliers, à aller sur l'avion, à remonter dans le bureau. Et en fait, ils travaillent vraiment de pair. Et je pense que, donc là, on est dans la phase de montée en puissance de l'outil. Mais ce qu'on voit, c'est que pour les mécaniciens, effectivement, c'est une approche un peu différente de leur travail. Mais finalement, ils y trouvent une vraie satisfaction parce qu'ils arrivent à améliorer la satisfaction client in fine, puisqu'on a moins de pannes, on a moins de retard, on a moins d'aléas. Et puis, ils sont en train de voir leur métier évoluer vers effectivement plus de technicité, une technicité qui est différente parce que ce sont déjà des grands experts, mais c'est vrai qu'ils ont cette approche maintenant de la data qui vient changer leur métier, mais le faire évoluer assez positivement. Et donc, quand je suis allée les observer, c'était assez marrant de les voir super enthousiastes et travaillant vraiment de pair. Donc il n'y a pas de réticence particulière parce qu'ils voient l'amélioration concrète pour leur métier au quotidien. Et c'est pas forcément l'homme contre la machine. Exactement. Parce que c'est souvent présenté de manière assez binaire. Mais parce que je pense qu'il y a un certain nombre de tâches ultra répétitives qui sont simples à automatiser, qui sont effectivement qui vont faire disparaître certains métiers, mais c'est pas forcément effectivement les métiers avec le plus de technicité. En revanche, et je ne veux pas me projeter dans 30 ans, mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'en automatisant certaines tâches à faible valeur ajoutée, nous, on voit l'impact positif que ça a sur nos équipes parce qu'on leur redonne du temps pour traiter des choses complexes. On a parlé de la maintenance, mais c'est aussi vrai dans le service aux clients. Aujourd'hui, on a 3 bots qui permettent de traiter un certain nombre de questions très simples sur la politique bagage, sur des choix de destination. Et en fait, en traitant de façon très automatisée toutes les questions simples, nos agents qui sont au service des clients peuvent vraiment passer leur temps sur les questions des complexes. cas hyper complexes, sur des cas où on a besoin aussi de leur empathie pour comprendre la situation, pour traiter effectivement telle situation différemment de telle autre. Et c'est là où je vois une vraie complémentarité entre l'IA d'un côté et la valeur humaine. Mais derrière le digital, il y a avant tout l'humain, clairement. Claudio, une question un peu. Il nous reste 4 minutes, donc vous allez chacun faire un mot de la fin, mais sur l'innovation et le progrès social. Donc l'innovation technique, technologique, scientifique, depuis les 500 dernières années, c'était un peu lié. On avait le sentiment que avoir les chemins de fer, avoir de l'eau potable, de l'électricité, ça contribuait globalement au progrès social tel qu'on l'a défini dans les années précédentes. On n'a pas le temps de faire la philo, mais je pense que... C'est une bonne question pour Voilà. les 4 dernières minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des bénéfices concrets pour le progrès social avec toutes ces innovations, avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on arrive à se projeter sur 5 à 10 ans? On parlait toujours de destruction créatrice. Donc il y a des emplois qui sont détruits, d'autres qui sont créés. Est-ce que cette vague-là va emporter massivement un progrès social dans le monde du travail, dans les entreprises? Waouh. Au niveau macro, c'est une question que je ne saurais pas par quel bout prendre. Je parle un peu plutôt de ce que j'observe et de ce que j'ai observé. Il y a une chose qui est vraie grâce au progrès digital, c'est la capacité à avoir une initiative et à créer quelque chose. En fait, le capital nécessaire et la connaissance technique nécessaire pour créer un business, ça peut être un business de quartier, ça peut être un épicier qui crée de la visibilité en ligne, a extrêmement baissé. Et ça, j'y vois un intérêt de ne pas avoir besoin d'être un ingénieur de très haut niveau ou avoir des investissements très forts pour commencer un nouveau business ou améliorer ce qu'on fait. C'est vrai pour les startups, c'est vrai aussi pour plein de métiers qui n'avaient pas accès à cette connaissance et qui aujourd'hui peuvent le faire. Ensuite, au sens plus global, quand on parle des géants qui dominent le monde,